Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et le soir, la grande édition. Pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, une semaine de consolidation, notamment pour le CAC 40 à Paris, qui a pris un peu de retard par rapport à d'autres indices européens et aux indices américains. Le CAC qui recule d'environ 1% cette semaine, avec une baisse de 0,56% ce soir à l'arrivée après clôture. On préserve le niveau des 5550 points, 5563 points à l'arrivée précisément pour le CAC à l'issue de cette semaine. Le CAC qui a effacé ses gains depuis le 1er janvier. D'autres indices européens sont encore positifs. On voit le DAX notamment à Francfort. Et puis Wall Street qui a peut-être temporisé un peu, mais on voit quand même le Nasdaq notamment qui a repris un peu de son leadership au cours des dernières journées de bourse. Le CAC freiné notamment par l'idée d'une conjoncture qui ralentit. Ça n'est pas franchement une surprise avec les restrictions sanitaires qui se sont encore intensifiées ces dernières semaines. Oui, le début d'année sera compliqué sur le plan de la conjoncture, dans le sillage d'un quatrième trimestre qui était déjà amputé par les mesures de restrictions sanitaires, notamment en Europe. C'est ce qu'on peut tirer comme enseignement des PMI, des premières estimations des enquêtes de conjoncture auprès des directeurs d'achat publiées ce matin pour la zone euro. L'Allemagne et la France, ces mêmes PMI publiés par l'Institut IHS Markit aux États-Unis, montrent à l'inverse une dynamique américaine, en tout cas pour ce début d'année 2021, dans les secteurs manufacturiers et des services qui restent plutôt très très corrects. Voilà pour l'actualité de marché. On va en discuter avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis vous le savez, chaque vendredi, à partir de 19h15, c'est la leçon de trading avec Romain Daubry de Bourse Direct qui sera avec nous évidemment en plateau. La leçon du jour, ce sera la volatilité, ce fameux indice de la peur, le VIX, l'indice de volatilité du marché américain. Comment calcule-t-on ces indices de volatilité? Comment les utiliser? On en parlera donc avec Romain à partir de 19h15 ce soir. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Je vais accueillir nos invités dans un instant, mais d'abord le résumé complet après clôture des marchés en Europe de cette journée de bourse. C'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 0,56% à 5559 points. Sur la semaine, le CAC 40 qui perd environ 1%. Les craintes sur le front sanitaire sont revenues sur le devant de la scène de part et d'autre de l'Atlantique, avec le cumul des lenteurs en matière de vaccination, la progression du variant anglais du virus et des effets constatés ou anticipés sur les économies des mesures de restriction. En matière de mesures de restriction, tout d'abord, Hong Kong a annoncé reconfiner tout un district, tandis que Boris Johnson a fait savoir que le confinement pourrait durer jusqu'à l'été au Royaume-Uni. En France, Olivier Véran n'a pas exclu un troisième confinement de son côté, estimant même qu'il pourrait s'agir d'une nécessité absolue si jamais le variant britannique du virus suivait la même évolution qu'au Royaume-Uni. Aux États-Unis, Joe Biden a annoncé que la situation pourrait se dégrader dans le pays après avoir pris un certain nombre de mesures drastiques pour lutter contre l'épidémie, tandis que Christine Lagarde s'inquiétait, elle, de la résurgence des infections et de l'extension des mesures de restriction sur les perspectives économiques. Un contexte plus que prudent, donc, dans lequel les investisseurs ont pu prendre connaissance des indices PMI à travers le monde. En France, pour commencer, les indices PMI traduisent un ralentissement global de l'activité dans le secteur privé en lien direct avec les mesures de restriction. L'indice PMI composite passe de 49,5 points en décembre à 47 points en janvier, plombé notamment par les services, alors que le secteur manufacturier fait légèrement mieux que prévu. En zone euro, en revanche, tout comme en Allemagne, le recul des indices PMI composites, eux aussi en lien avec les mesures de restriction, traduisent un recul global des services et de l'activité manufacturière, même si cette dernière résiste mieux. Le PMI de la zone euro en janvier passe de 49,1 points en décembre, donc à 47,5 points en janvier, et celui de l'Allemagne passe de 52 points en décembre à 50,8 points en janvier. Aux États-Unis, en revanche, les indices PMI ressortent plus élevés que prévu. L'indice PMI composite atteint 58 points, avec dans le détail un PMI manufacturier à 59,1 points et un PMI des services à 57,5 points. Du côté des valeurs à présent, aux États-Unis, tout d'abord, Intel affiche un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Le géant des puces électroniques affiche une croissance de 8% de son chiffre d'affaires annuel à 77,9 milliards de dollars. Une croissance notamment portée par l'augmentation de la demande en ordinateurs en raison du travail à domicile. IBM publie de son côté un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes. Le groupe fait face à une baisse des ventes de logiciels, souffrant notamment de la réticence des clients à s'engager sur des contrats de long terme en raison de l'incertitude
l'incertitude actuelle. Et on notera également que Schlumberger annonce de son côté un chiffre d'affaires et un bénéfice ajusté trimestriel en hausse grâce à une réduction des coûts, mais aussi à une reprise de la demande en simultané. À Paris, à présent, on notera Rémi Cointreau qui annonce un chiffre d'affaires en progression d'un peu plus de 25% à 350 millions d'euros pour le troisième trimestre de son exercice décalé. Une progression due notamment aux ventes de cognac aux États-Unis et en Chine. Des résultats qui permettent au groupe d'anticiper une nouvelle croissance organique de ses ventes au quatrième trimestre, même si le groupe prévient déjà qu'elle sera moins forte qu'au troisième trimestre. Rémi Cointreau qui perdait un tout petit peu plus de 0,3% ce soir à la clôture. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs pourront prendre connaissance de la première journée du forum de Davos qui se tiendra virtuellement toute la semaine prochaine. En matière de statistiques, les investisseurs prendront connaissance de l'indice national d'activité de la Fed de Chicago pour le mois de décembre. Et côté entreprise, les investisseurs pourront prendre connaissance du chiffre d'affaires annuel de ID Logistique. Nicolas Pagnès qui est avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir donc pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas nous accompagne ce soir, chef économiste désormais de TAC Economics. Bonsoir et bienvenue Léa et félicitations. Merci. Pour votre upgrade. Merci. Bonne nouvelle pour commencer l'année 2021. Wilfried Galland est avec nous, toujours directeur stratégiste de Montpensier Finance. Mais c'est une très belle fonction. Merci. Très belle société. Merci d'être avec nous. Merci. Et Julien Nebenzal, président, je crois qu'il n'y a pas mieux, de Futur UM. Vous êtes au top déjà. Bonjour et bienvenue Julien. Merci d'être là. Commençons peut-être par le petit point conjoncture, macro, Covid. Le pic de l'épidémie n'est peut-être pas encore certain. Enfin, on n'est pas certain d'avoir dépassé le pic épidémique dans les grandes zones qu'on regarde aujourd'hui, Europe, États-Unis, Léa. Exactement. On est en fait dans la phase, encore une fois, d'ascension, cette troisième phase, voire quatrième phase aux États-Unis, même si on peut considérer qu'on est encore dans la poursuite de la troisième phase qui a déjà commencé depuis le troisième trimestre aux États-Unis. En fait, il faut avoir en tête sur cette phase épidémique que le scénario 2021-2022 s'articule. En fait, c'est une séquence en 3 temps, une séquence pandémique, une séquence de reprise et une séquence d'ajustement. La séquence pandémique va dépendre de la capacité des grosses économies, en tout cas sur la partie économie développée, à vacciner les plus fragiles. Tant qu'on n'aura pas atteint un quota suffisamment ample de personnes fragiles vaccinées, on va être dans cette phase. Toujours une fois, c'est une optimisation des contraintes économiques en fonction de l'état de saturation des hôpitaux. Donc quand ça sature trop, on contraint l'économie, ça ajuste sur les contraintes hospitalières, l'économie arrive à un plateau, on rouvre les économies, il y a un effet relance, donc rebond. On l'a même vu en fait en décembre, même en plein déconfinement, on était encore en partie avec des règles strictes. En France, on a eu un rebond massif de la consommation. Et alors, il faut l'avoir en tête, on est très négatif en ce moment à cause de la pandémie, mais ce qu'il faut aussi avoir en tête dans les scénarios, c'est dès que les économies rouvrent, on a un effet rebond qui, pour la plupart des pays, compense les pertes qu'on a connues. Donc en fait, c'est cette séquence-là, donc cette séquence pandémique qui devrait durer jusqu'au premier trimestre, deuxième trimestre, et qui va être ces vagues qui s'enchaînent suivant comment les variants vont affecter les personnes. Oui, les populations. Mais l'idée tient toujours vous dites fin du premier trimestre, deuxième trimestre, c'est toujours un calendrier qui est valide à ce stade. Parce que c'est beaucoup de bruit médiatique autour des calendriers de vaccination, des retards ici et là, plus ou moins importants. Vous analysez beaucoup de données avec de l'intelligence artificielle chez TAC Economics, avec l'idée de bâtir des modèles un peu prédictifs. Vous arrivez à avoir une idée à peu près de quand est-ce qu'on pourra en sortir ou pas, Léa? Je pense qu'après ce qui s'est passé l'année dernière, on ne peut plus dire aujourd'hui on est sûr de ce qui va se passer. Par contre, on peut mettre des hypothèses et on a des points d'ancrage. Le point d'ancrage, c'est de dire quand les économies déconfinent, il y a un appel d'air parce qu'il y a des mesures budgétaires et monétaires qui sont présentes, parce qu'il y a des surplus d'épargne, et donc quand les économies vont rouvrir, on va avoir un rebond mécanique. Et même après 3 confinements, ce rebond, il est toujours aussi puissant derrière. Alors, il est puissant en Europe parce qu'il y a toujours eu les aides. Et donc, en fait, tant qu'on a ces aides de chômage partiel, de soutien à l'emploi, on a cet effet rebond. Pour l'instant, en tout cas, dans les chiffres qu'on a sur les rebonds consécutifs, ça tient. Et aux États-Unis, je dirais même encore plus, parce qu'en fait, l'économie s'est déjà crashée. Donc en gros, le taux de chômage a déjà explosé, on est dans une phase de réduction et en plus, on implémente des plans massifs de soutien. Donc oui, on a cette phase pandémique. Oui, tant qu'elle est là, on a des chocs de confiance, on a des chocs sur l'activité. Mais pour l'instant, en tout cas, avec les connaissances qu'on a aujourd'hui sur la pandémie, on ne sait pas
ce qu'elles seront dans quelques mois, on peut espérer encore une fois des effets rebonds quand les mesures de confinement seront passées. Mais voilà, c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas envisagé avant le milieu de ce premier semestre. Milieu du premier semestre, ok, d'accord. Milieu du deuxième trimestre, quoi, c'est ça. C'est à peu près l'hypothèse centrale que vous avez. On re-rentre dans un confinement probablement dans les prochaines semaines. Le temps que le confinement fasse effet, en moyenne 8 semaines, le temps que ça s'ajuste. Disons, le gouvernement parle en France d'un confinement en mars. Il faut expliquer, à cette phase de confinement, on serait avril-mai probablement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signaux qui nous font dire que quand les économies n'ouvrent pas, il n'y aura pas de rebond. Bon. Et donc, au final, les marchés se fichent de savoir si on va retomber en récession ou pas. C'est ce qu'il faut comprendre si on essaye de traduire ça en termes de stratégie d'investissement. Oui, c'est un peu ça. En fait, les marchés se projettent véritablement dans l'après-Covid. Et toute leur question, c'est... Quel que soit l'horizon de temps de cet après-Covid. Justement, toute la question, c'est est-ce que cette phase d'après-Covid va se dérouler à ISO capital productif, en quelque sorte et donc, est-ce qu'on ne va pas avoir détruit de la croissance potentielle pendant cette période? Est-ce que c'est juste une question de tamponner les effets financiers? Auquel cas, ce n'est pas un sujet, parce qu'effectivement, on a de telles conditions financières favorables, de tels soutiens monétaires et de tels soutiens budgétaires, qui vont d'ailleurs de pair, qu'on peut même imaginer qu'on va avoir un rebond cyclique extraordinairement élevé si on n'a pas détruit à la fois de capital productif et de capital humain, j'insiste là-dessus, pendant toutes ces phases. Et toute la question qu'on se pose, je pense qu'on se pose tous, c'est au fur et à mesure qu'on enchaîne les phases compliquées, est-ce qu'on va aller plus ou moins fortement vers un effritement, voire une perte de capital productif, en particulier de capital humain. C'est vraiment toute la question qu'on a aujourd'hui et qui se pose en particulier en Europe autour des différentes modalités de confinement. Moi, je suis assez étonné de voir parfois sur certains plateaux des commentateurs qui développent une espèce de mystique du confinement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme comme les ordinateurs. C'est-à-dire quand ça marche plus, on se dit c'est pas très grave, on enlève la prise, on remet la prise et ça marchera mieux après. On résout le bug. Ça marche pour des machines, ça marche effectivement pour des modèles. Je pense que ça marche de moins en moins bien pour des humains. Et donc c'est pour ça que les gouvernements sont de plus en plus réticents à faire des blocages très forts, parce qu'on risque de casser une partie de ces rebonds sur lesquels tout le monde compte. Donc soyons quand même prudents sur ce qui peut arriver là dans les prochaines semaines. On atteint, je pense, à des phénomènes l'idée de nouvelles restrictions très sévères, des phénomènes de fatigue au sens physique du terme, c'est-à-dire quand une pièce fatigue et qu'elle est proche effectivement de la... Et donc l'idée que les robots potentiels post-confinement seraient amoindris peut-être désormais. Voilà, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur les logiques dites de couvre-feu qui sont moins traumatisants pour les populations. Donc si on peut rester sur ce type de logique, on a, je pense, pas mal de confiance. Sinon, on peut commencer peut-être à revoir un certain nombre de modèles sur les projections. Mais pour l'instant, on n'en est pas là et les soutiens restent quand même très importants. Vous dites qu'on n'en est pas là. On n'en est pas là. On a déjà un quatrième trimestre compliqué en Europe. On sait que le premier va être compliqué. On a pourtant des anticipations de reprise très fortes, au moins à partir du deuxième semestre. Ça reste valable. Ça reste valable parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on est en train effectivement conjoncturellement de ralentir un peu. Mais aujourd'hui encore, ça reste pas il n'y a pas d'impact structurel. S'il y avait un impact structurel, là, ce serait peut-être autre chose. Mais pour l'instant, ce sur quoi les marchés comptent, c'est qu'il n'y en aura pas. Ce qui est très frappant aussi, alors Julien, évidemment, vos remarques, vos commentaires, quand on regarde les PMI aujourd'hui, alors on est en zone de contraction, on va dire, pour schématiser en Europe, sur l'activité du secteur privé, notamment plombée par les services. L'Allemagne doit être autour de 50 pour le PMI composite, je crois, mais en France, on est déjà en dessous et pour l'ensemble de la zone euro également. Quand on regarde les PMI, les mêmes enquêtes de conjoncture menées aux États-Unis, avec pourtant une virulence épidémique là aussi très forte, peut-être même encore plus forte qu'en Europe, on est sur 57, 59, c'est ça entre 56 et 59 en fonction des indicateurs. On a quand même des divergences dans le rythme d'activité économique, avec pourtant deux zones qui font face à la même pandémie encore aujourd'hui, Julien. Oui, qui ne l'ont pas géré de la même manière.
Le rapport à l'empathie qu'on peut avoir à l'être humain n'est pas la même en Asie, aux États-Unis et en Europe. Donc évidemment, comme on n'a pas attaqué justement l'appareil productif aux États-Unis comme on l'a attaqué en Europe, forcément, les relances, les redémarrages, les reprises ne sont pas tout à fait les mêmes. Et il en va de même de la mobilité des personnes. Mais je dis, tout ça, ce sont des évidences. Ce qui fait qu'on arrive à un ISM qui est autour de 58-59 pour le manufacturier, parce que moi, je suis plutôt celui-là. Après, pour revenir sur ma partie, qui est le cycle économique, pour moi, le point bas est en 2019. Et donc, le point haut, en théorie, de ce cycle court est autour de fin 2021. Donc, je m'attends plutôt à une stabilité en haut de tous les indices économiques aux États-Unis. L'effet d'entraînement jouant évidemment sur l'Europe. Donc je m'attends plutôt à une amélioration des données, mais là aussi je crois que j'enfonce un peu une porte ouverte. Non, mais à ce stade de l'année, c'est bien de le rappeler. Vu le climat, vu le contexte, on est quand même tous en train de se demander si le scénario de réouverture, de reprise pour 2021, il est toujours dans les clous. Alors, moi, quand je travaille sur le SIX, ce qui me permettait de dire que la crise de mars 2020, on allait remonter relativement vite, notamment aux USA, c'est qu'elle s'est produite, ce phénomène exogène s'est produit à l'intérieur d'un cycle ascendant économiquement. Donc en fait, quand ça se produit comme ça, la correction est ultra rapide, c'est ce qui s'est passé. Je ne parle même pas de l'ensemble des soutiens budgétaires qui ont été mis en place, qui sont exceptionnels. Donc on pouvait s'attendre à une forme de robustesse relative à cet événement de la pandémie, et on est en train de le constater. Voilà. Donc maintenant, on peut discourir assez longtemps sur la manière dont on va gérer cette toute dernière partie du problème. Oui, ça fait un petit peu le buzz. Ça permet quoi? Ça permet à court terme que le Nasdaq soit un peu plus fort que le Dow Jones, etc. Parce qu'on est en train de se demander à quelle vitesse l'économie, justement, enfin les services, quand est-ce qu'on va réouvrir, etc. Donc ça permet un peu de jouer autour des arbitrages de marché en ce moment. Ouais. Mais sinon, sur la direction de l'année, tant du point de vue économique que du point de vue de la valeur du marché des actions, ça le sens reste clair pour vous, oui. Julien. Oui. Là, effectivement, on se fait quelques nœuds au cerveau, donc du coup, on va tout de suite racheter le Nasdaq parce que voilà, c'est ce qui rassure le plus. Mais vous dites, ce sera une année de bonnes surprises économiques. Le marché, les investisseurs seront surpris au fur et à mesure de cette année 2021 par la force de la reprise. Alors, sur la force de la reprise économique, je crois que toutes les données sont déjà là. Donc on va faire que constater le déroulement des données en fonction de la réouverture des économies les unes après les autres. Et là encore, je dis des choses qui sont juste de l'évidence. Je ne fais pas d'anticipation particulière. Sur la manière dont les marchés, les opérateurs de marché se comportent, alors déjà sur 2021, je vous ai donné mon avis déjà il y a un mois ou deux, donc je pense que l'année est plutôt bonne, enfin ma perspective sur le marché action est plutôt bonne, voire très bonne. Sur le comportement des opérateurs, je rappelais la dernière fois que quand l'annonce des vaccins est arrivée, on dit très bien, donc les opérateurs ont acheté. Mais en fait, la réalité, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'ils ont acheté un peu après l'annonce. Oui. Parce qu'au moment de l'annonce, ça va très très vite. Et si vous regardez les volumes pendant les 2/3 du mouvement, il n'y en a pas. Enfin, il y en a très très peu. Donc tout le monde a acheté, mais si vous prenez l'Eurostoxx, tout le monde a acheté, je dirais, quasiment au cours actuel ou 1% en dessous. Les derniers pourcents de la hausse. Idem pour le CAC 40. Ce qui fait qu'une fois que vous voyez où les opérateurs se sont resensibilisés sur les marchés actions parce qu'ils viennent d'une sous-exposition très très forte, surtout sur les marchés européens, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va revenir autour des prix d'achat, il y aura de la fébrilité. C'est ce qui se passe en ce moment. Ouais. Et je pense que cette fébrilité, elle peut durer encore quelques semaines. Pour ça, vous me demandez, est-ce que l'année 2021 sera bonne? Enfin, est-ce que le début 2021 sera bon? Je vous ai dit, début, pas forcément. L'année, oui. Mais le début, il y a quelque chose à gérer. On voit du côté des comportements des opérateurs. Et cette phase de fébrilité des investisseurs, je sais pas, en termes de niveau de correction, ça peut être violent, très violent, beaucoup plus violent que ce qu'on a vécu dans la consolidation de la semaine, là. Ça, je n'ai pas. Mais si, je veux un peu d'anticipation là-dessus. Je peux dire une chose. Dire une petite chose, c'est que la probabilité d'une séquence baissière majeure significative est, à mon avis, à ce stade de mes travaux, est très très basse. Et que ce que je disais justement aux investisseurs en début d'année, je disais prévoyez quelque chose qui est entre le sommet et le creux, de l'ordre de 4 à 5% aux USA, et rajouter un petit multiple pour l'Europe, parce que forcément on va être un peu plus fébrile, enfin c'est traditionnel. C'est plutôt dans cet esprit-là que je suis, c'est-à-dire je parle d'un peu d'une forme de consolidation liée encore une fois, non pas à la crise sanitaire, etc., non pas aux perspectives économiques, mais à la manière dont les opérateurs se sont resensibilisés. Parce qu'il faut bien voir que juste avant la crise du Covid, on n'était pas sur des opérateurs prudents, mais sur des opérateurs qui avaient passé toute l'année 2019
à dire que ce marché haussier était le plus détesté. Oui. C'est-à-dire qu'en début 2020, c'était le grand moment de la resensibilisation au risque action. Et en fait, ça s'est passé pendant 1 mois, pendant 2 mois, est arrivée la crise Covid. Et ça, c'est un choc très fort. Donc pour rechanger de position, parce qu'après, effectivement, crise arrive, donc forcément, il faut réduire l'exposition aux actions. Enfin, ça, c'est un classique. Mais pour revenir sur les marchés actions, il faut quelque chose, il faut des nouvelles. Et le vaccin a donné ça. Enfin, l'arrivée des vaccins a donné ces nouvelles. Mais le prix moyen de cette resensibilisation, qui n'est pas terminée à mon avis, il est quand même très proche. D'où la nervosité, la fébrilité probable dans les semaines à venir, en tout cas actuelles. Ouais, je comprends. Si je peux rajouter Léa, ça, bien sûr. Vu qu'on parlait des modèles d'intelligence artificielle et qu'on en a sur ces marchés-là, sur la divergence US-zone euro, c'est des modèles qui indiquent à la fois les tendances, mais aussi est-ce qu'il y a des probabilités fortes de détérioration ou d'amélioration sur le mois. Qu'on a fait tourner début janvier. Ce que ça indiquait, c'était très intéressant, c'est qu'au cours de janvier, février, mars, on avait sensiblement des probabilités d'amélioration du S&P au-dessus du seuil de 50%. À l'inverse, on était plutôt neutre sur le mois de janvier sur les marchés européens. Mais par contre, à partir du mois de février, on a une probabilité plus forte de détérioration du marché. Donc ça ne dit pas de combien ça va se détériorer. C'est juste qu'on a une probabilité de détérioration du DAX et du CAC au-delà de 30%. Et à l'inverse, on a une probabilité d'amélioration du S&P de 50%, ce qui valide totalement ce côté divergence et d'autant plus validé par les modèles d'IA de début janvier. Bon. Petite zone de fébrilité, petite phase de fébrilité donc en ce début d'année sur le marché. Rien d'inquiétant à ce stade, si on vous écoute. Comment ça va se passer quand on sera dans la phase de, comment vous dites, de confiance, c'est ça? Donc pandémie, confiance et puis ajustement. Exactement. C'est 3 boucles. Quand on va connaître la phase de confiance, comment ça se passera pour les investisseurs au regard notamment des discours de politique monétaire, de politique budgétaire, si la confiance revient, Léa. C'est justement l'objectif de cette phase, c'est une phase qui est en fait assez temporaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort de ce côté pandémie et qu'on est à peu près sûr qu'on a mis ce choc pandémique de côté, donc c'est là où le timing est un peu délicat, on a une combinaison de plusieurs facteurs. Reprise du commerce mondial, reprise forte de la Chine qui alimente en plus l'ensemble émergent. Un secteur manufacturier qui se tient globalement bien, même s'il est un peu en décroissance, il se tient bien. Des niveaux d'épargne qui sont significatifs, à la fois aux États-Unis, en Europe, et des aides qui sont pour l'instant maintenues, des aides de l'État aux banques qui ont l'air là aussi d'être maintenues. Donc en gros, un effet... Ils ne sont pas remis en cause dans cette phase de confiance. Dans cette phase de confiance qui devrait arriver au cours du 2e trimestre, au milieu d'année. Donc cette phase-là, normalement, c'est une sorte de bouffée d'oxygène qui devrait en fait, redonner encore une fois ce qu'on avait vu après le premier confinement. Et c'est là où toute la divergence en fait, US-zone euro va apparaître. Et on l'estime plutôt sur la seconde partie de cette année, où là, on va avoir des vraies divergences. En zone euro, on va se retrouver avec une dette qui augmente, des entreprises qui vont devoir faire face à des ajustements. On parlait de la croissance potentielle, il va y avoir beaucoup de questions face à ça. Comment les entreprises ajustent? Et en face de ça, vous avez les États-Unis qui, eux, ont déjà ajusté leur marché de l'emploi, qui ont un premier plan budgétaire qui est mis en place maintenant pour gérer la crise Covid. Mais il va y avoir un deuxième plan budgétaire tout aussi massif qui va plutôt apparaître soit sur la fin d'année, soit en 2022, qui va avoir, on en parle très peu, mais beaucoup de dépenses sociales. Donc beaucoup de dépenses justement sur la croissance potentielle à terme. Donc on va avoir vraiment cette divergence qui va... Alors toute la question du timing est assez complexe vu qu'on ne sait même pas où on en est dans cette phase pandémique, mais cette phase d'ajustement, et donc oui, une phase de confiance, mais très brève, et qui va par contre créer des vrais ajustements, plutôt chômage, défaillance en zone euro, et puis aux États-Unis... La facture, quoi. Exactement. La facture de la crise. Si 2021 marque la fin de la crise pandémique, ce sera toujours l'année du quoi qu'il en coûte, sur le plan monétaire, sur le plan budgétaire. Wilfried. En fait, je pense que la clé de 2021, elle est sur la partie monétaire et sur le niveau des taux d'intérêt dans lesquels on va évoluer et les capacités de financement que vont avoir les économies mondiales. Parce que tout ceci ne tient que parce qu'on a des taux d'intérêt extrêmement bas et des facilités de financement extrêmement favorables. Et la possibilité d'un choc, je suis tout à fait de l'avis de Julien, la possibilité d'un choc, à mon avis, est très réduite. Pourquoi ? Parce que dans l'histoire des marchés, il n'y a jamais eu de choc violent de marché si on n'a pas eu de restriction de liquidité. Ça ne s'est jamais produit. Donc il faudrait une restriction de liquidité par une augmentation des taux, un arrêt, une reprise des quantitative easing, pour qu'effectivement on renverse totalement la problématique. Et c'est impossible d'imaginer un tel scénario, même en passant par une phase de confiance un peu plus importante, de reprise plus forte. C'est toute la question. Et c'est pour ça que je pense que cette année, les phases de stress
des marchés seront liées à l'anticipation que vont avoir les opérateurs. Il ne faut pas oublier qu'ils anticipent toujours beaucoup plus que ce qu'on croit, d'un renversement justement de cet environnement, à la faveur par exemple d'une remontée des taux d'inflation, même si les banques centrales ont dit je laisserai du temps. Néanmoins, on sait très bien que la pression, dès que les indicateurs montent, et je ne parle pas des indicateurs cœur, même les indicateurs headline, dès que les indicateurs vont remonter, et ils vont remonter en février, c'est mécanique, puisque en février de 2020, on avait la Chine qui était totalement à l'arrêt, et donc les matières premières étaient totalement à l'arrêt. Donc mécaniquement, au mois de février, l'inflation headline, l'inflation faciale, va remonter de façon forte. C'est inéluctable. La question, c'est comment est-ce que les marchés vont réagir, comment est-ce que les marchés vont l'interpréter. Je pense qu'on peut avoir un peu de volatilité à ce moment-là. Néanmoins, comme on a une baisse globale de la demande par rapport aux capacités de production. Si on voit pas qu'il y a une explosion énorme de la demande, alors on va revenir très vite sur des niveaux d'inflation, de pression sur le système financier qui vont rester extrêmement faibles. Et donc, on va continuer à avoir ce soutien monétaire, ce soutien des banques centrales. Et donc, on va continuer à avoir un soutien budgétaire important. Il ne faut pas oublier que cette année, il y a certains analystes qui nous prédisent 33% de déficit budgétaire américain. 33%. Là, on est autour de 15%. Mais il y a une analyse de Bank of America Merrill Lynch ce matin qui nous a dit, dans nos calculs, si tout passe, si tous les soutiens passent, on va atteindre 33%. 33% de déficit. Ce qui est juste ahurissante. Aujourd'hui, on parle de 3 000 milliards de dollars, ce qui est déjà considérable. 33%, on passe à plus de 6 000 milliards de dollars. Donc, mais bon, ça, c'est l'ensemble de tous les plans Biden qui prévoit sur l'ensemble de son... D'accord. D'accord. Mais néanmoins, ça, effectivement, ça peut induire des phases de stress. Donc, il est très important de maintenir tout ça pour qu'on continue à avoir cette année que pour nous aussi, on considère comme étant une bonne année normalement sur le plan financier. Est-ce qu'il faut concevoir, Julien, pour poursuivre la discussion, que oui, le marché puisse être stressé à des moments au fur et à mesure, notamment des bonnes surprises économiques sur le front de la reprise, sur le front de l'inflation, sait-on jamais, ou en tout cas à travers des effets de base, une inflation plus forte que prévu, même de manière transitoire. Est-ce que ça peut faire trembler les marchés qui s'inquiéteraient justement peut-être d'une remise en cause des soutiens monétaires et budgétaires ? Oui. Alors un peu après le vaccin, je vous disais que finalement les choses que vous allez regarder maintenant avec beaucoup d'attention, c'est la vitesse à laquelle les marchés obligataires allaient corriger. Ouais. Et la vitesse est très modérée. La correction est tout à fait minime. On est dans quelque chose qu'on pourrait même qualifier de normalisation, voilà, en quelque sorte. Donc est-ce que les marchés vont s'inquiéter de ça ? Tant qu'on est sur ce régime de vitesse, je ne vois pas pourquoi. Enfin, je vois pas. Peut-être ça viendra, mais je ne saurais dire pourquoi. Est-ce qu'ils ont raison de se préoccuper de ça ? Moi, j'en suis pas sûr parce que la contraction monétaire, en fait, c'est quelque chose qui peut venir soit par le ralentissement des achats des obligations sur le marché secondaire, ce qui a un impact sur le marché primaire, les émissions des États. Mais là, on voit que personne ne nous l'annonce pour le moment, même si personne ne se prononce non plus. Et puis sur la partie courte, c'est-à-dire le taux directeur. Et ça, le taux directeur, c'est quelque chose sur lequel, je crois, les banques centrales nous ont dit qu'elles se situeraient derrière la courbe d'inflation, mais pas, je dirais pas temporairement, probablement de manière durable, sur plusieurs trimestres, peut-être même sur 2 ou 3 années en moyenne. Ce que je veux dire par là, c'est que si l'inflation progresse pour des facteurs un peu techniques, comme le rappelait Wilfried, ou alors si elle progresse parce qu'effectivement, il y a une première tension sur les matières premières ou une tension peut-être sur l'appareil productif. Justement, s'il a été un peu endommagé, on va vite le voir au moment de la reprise de la consommation. C'est quelque chose, on va se dire, est-ce que la Banque centrale va tout de suite réagir ? Elle nous a dit que non. Voilà, dont acte. Et on sait que le stock de dette, il est plutôt mieux gérable si on a un petit peu d'inflation. Ce qu'on peut avoir, c'est un ajustement progressif du marché obligataire. D'où l'idée de regarder si la vitesse du marché obligataire, sa vitesse de correction est maîtrisée. Elle l'est pour le moment, et dans mes travaux d'analyse sur le cycle du marché obligataire, je vois donc de la hausse de taux. Je pense qu'elle est en train de se matérialiser, elle va continuer. Mais elle n'a pas de raison d'être particulièrement violente et soutenue pour le moment. Et après, ce qui peut venir de manière significative, parce que l'inflation, elle va monter, non seulement elle va monter pour raisons techniques, mais elle va monter pour des raisons cycliques. C'est-à-dire que le dernier épisode d'inflation, c'est 70-75, 1970-1975. Le précédent, c'est 1915-1920, 55 ans d'écart. Avant, c'est 1865-1870, et avant, c'est 1815. C'est toujours 55 ans. C'est comme ça. C'est le fait de génération. Les Américains ont repris, les Russes qui ont travaillé là-dessus. Enfin, je ne reviens pas là-dessus. Donc, en fait, on se dirige vers quelque chose qui est inflationniste.
inflationniste. Il faut pour cela que tout soit réuni, et du point de vue monétaire et du point de vue budgétaire. Mais je crois que si on ne l'a pas entendu, il faut l'écrire sur les murs. Mais je crois que c'est hyper clair. Donc de toute façon, il y aura de l'inflation. Celle qui vient des matières premières arrive toujours en accélération à la fin, parce qu'on arrive toujours à produire assez de matières premières pendant la hausse de la demande. Il y a juste qu'à un moment, on ne peut pas extraire plus, on ne peut pas produire plus. Et là, les prix partent en flèche. Donc c'est quelque chose qui est devant nous, mais je dirais relativement loin devant nous. Donc il n'y a pas de raison d'attendre du côté des matières premières tout de suite quelque chose de tétanisant pour les marchés financiers. C'est pour ça que je pense que l'année qui vient ne devrait pas être... Tout ça va se produire, mais va prendre beaucoup de temps. Ça. C'est une question de timing, quoi. Mais vous dites que c'est pas pour cette année. Voilà, c'est l'intégration de cette problématique d'inflation à l'intérieur du marché financier, l'ajustement du marché obligataire. Ce que quand les gens valorisent les actions par rapport au marché obligataire, c'est-à-dire à prime de risque par rapport à l'État, il va falloir qu'ils refassent tourner leur modèle assez régulièrement pour savoir si les actions, selon eux, sont trop chères, pas assez chères, enfin je ne sais pas. Il va se passer des choses de ce domaine. Mais là aussi, c'est un peu ce que je disais au départ, c'est presque du domaine de la normalisation du processus. Oui, enfin, tout le monde a en tête sur les marchés 2013. Ben Bernanke qui essaye de communiquer le plus gentiment possible au marché l'idée que la Fed, qui était en plein QE à l'époque, allait commencer à réduire progressivement ses achats, ce qu'on a appelé le tapering, qui a provoqué cette crise de marché qu'on a appelé le taper tantrum. La première semaine de l'année a été marquée par ce genre de débat au sein de la Fed. Certains qui estiment que oui, tiens, l'inflation nous permettra peut-être de réduire graduellement le programme d'achat d'actifs d'ici la fin de l'année 2021. C'est des sujets qui font tout de suite... Alors évidemment, ça ne provoque pas de crise de marché à ce stade, mais on voit bien quand on regarde au quotidien que ça provoque tout de suite un peu de fébrilité, justement, comme vous disiez, sur ces marchés obligataires, Julien. Alors, je pense que la fébrilité qu'on décrit, c'est une fébrilité qui est issue de ce que je dis, de cette forme de normalisation cette année, et peut-être l'an prochain, je pense que c'est ça. Mais pour essayer de répondre plus précisément, tout ce qui s'est passé avant, mettons 2013 et Bernanke en 2013, que disait le FMI à l'époque? Quelle était la bonne parole sur la politique monétaire, etc. Tout le monde était à peu près d'accord sur à peu près tout. Et puis est arrivé le phénomène Brexit, est arrivé le phénomène Trump. La première chose qu'a fait Trump, c'est creuser le déficit de 5-7% directement, sans demander rien à personne, et sans que finalement que personne ne s'en émeuve. Et ça, c'est un point important dans l'articulation monétaire et budgétaire, et les limites que ce monde-là s'accorde. Puisque, pour reprendre le cas justement de déficit budgétaire de 33%, qui serait donc... Pendant la guerre de sécession, je sais que ça n'a rien à voir avec la période actuelle, on est tombé pendant 2 ans à 95%. Donc, juste que ces chiffres ont pu exister. D'accord, le pays n'avait pas fait sa révolution industrielle, etc., mais l'économie fonctionnait, il y avait une monnaie, et finalement, les Américains s'en sont sortis. Donc, il est possible de passer par ces états transitoires. Et il n'y avait pas encore de banque centrale. Donc, le changement qui est souhaité par les sociétés, qui se traduit par le populisme et qui aboutit à des décisions extrêmement abruptes comme celle de Trump, a marqué les esprits. Aujourd'hui, il y a une politique budgétaire à financer. Voilà. Ce n'était pas le cas en 2013. Et donc la Fed ne peut pas réagir de la même manière. Surtout qu'en 2013, on n'osait pas dire oui, finalement, à demi-mot, on va vous accompagner. On a été mis devant le fait accompli, et c'est maintenant le cas avec la crise sanitaire, puisqu'on a vu la décision de l'Europe, fort heureusement d'ailleurs, l'été dernier, et ces choses-là ont changé complètement le paradigme. Mais c'est pour ça qu'on va avoir de l'inflation, c'est pour cette raison. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'on ne va pas parler très très vite de tapering. Enfin, je ne pense pas que ce soit un sujet majeur. L'histoire de 2013 n'est pas prévue pour se répéter, selon vous en tout cas. Je ne pense pas, Julien. Pas pour le moment. Léa, comment le marché va réagir quand effectivement on va voir l'inflation réapparaître? Ok, pour des effets techniques, pour des effets de base de comparaison. Est-ce qu'on est certain que le marché gardera ses nerfs et que les banques centrales effectivement resteront des points d'ancrage importants? Alors moi je suis économiste, oui. Donc c'est la grande question chef économiste. Donc j'ai un peu justement, je me pose cette question. Ce qu'indiquent nos modèles, je m'en pose beaucoup là-dessus parce qu'ils ont été assez cohérents avec la crise, c'est qu'en fait on crée un proxy du taux de 10 ans US avec un ratio copper-gold, prix du cuivre sur prix de l'or, prix du cuivre environnement global, prix de l'or aversion au risque. Ils ont ajusté parfaitement à la baisse des taux US au mois de mars. Et le modèle a indiqué que petit à petit, les taux US auraient dû remonter graduellement vers 1,2%. Et c'est là où la hausse sur les taux US avérés s'est mise en place depuis novembre à peu près et a bien ajusté. Ce que ça indique, c'est qu'aujourd'hui, on est à peu près au prix. Enfin, en tout cas, entre le niveau et ce qu'indique le modèle, on y est. Nos prévisions d'inflation montrent qu'il va vraiment y avoir un saut d'inflation sur des effets de base février-mars. On en parle beaucoup aux États-Unis. Aux zones euro, ça va aussi être très fort. Bien sûr. Parce et que l'inflation cœur va exactement. remonter. Parce que l'Allemagne avait baissé sa TVA, elle augmente. Aux États-Unis, on a des effets échanges. Donc on va vraiment avoir cette hausse de l'inflation, mais elle est temporaire.
en tout cas sur le scénario 2021-2022. Je ne rentrerai pas dans le débat ni de la dette, ni de l'inflation, parce que c'est un débat qui pourrait nous durer des heures. Mais sur ce scénario 2021-2022, on va avoir cet effet temporaire, mais qui va ajuster. Et c'est pour ça qu'en fait, la hausse de taux me paraît aujourd'hui cohérente déjà avec les fondamentaux. C'est effectivement cette histoire d'ajustement, on a normalisé. Pour qu'il y ait une hausse de taux beaucoup plus forte, on a des prévisions avec les chiffres d'aujourd'hui, encore une fois, autour de 1,6 à fin mi-2022, donc très graduel par rapport au niveau actuel. Pour qu'on ait quelque chose de beaucoup plus fort, et on en revient toujours au même sujet, il faut que la crédibilité des banques centrales soit attaquée. Aujourd'hui, le pari de tout ce scénario-là, c'est de dire quoi qu'il arrive, la Fed et la BCE ajusteront à la hausse ou à la baisse s'il y a besoin d'ajuster. Et leur discours est très clair. Et d'ailleurs, je pense que c'est là où c'est limite beaucoup plus dangereux aujourd'hui en zone euro qu'aux États-Unis. La Fed, avec sa nouvelle cible d'inflation et sa target d'inflation, a bien fait comprendre au marché que si on a une inflation un peu plus hausse que ce qu'on attendait, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. C'est pour ça que je pense que sur les taux US, il ne faut pas s'inquiéter et qu'on ne va pas avoir un décrochage. Par contre, le discours hier de Christine Lagarde, malgré toute, je trouve, sa capacité à bien refléter et à bien expliquer les choses, je pense que ça a été assez brouillon. Et que le discours de la BCE, qui était très lisible il y a encore quelques mois, l'est beaucoup moins aujourd'hui. C'est vrai qu'elle nous parle d'une approche holistique, multifacette, alors c'est très logique. Pour quelqu'un qui cherche à avoir un langage clair et simple. C'est ce que disait Wilfried, en fait. C'était pas évident. Les conditions de financement, dans tout cycle, et pas seulement le cycle de marché, les conditions de financement sont ce qui fait retourner le cycle. Oui. Quand les conditions de financement serrent, le cycle se retourne. Quel acte le fait que c'est sur ces conditions de financement qu'il va falloir chercher de la souplesse et suivant des données sur lesquelles on n'a pas forcément de chiffrage très précis, il va falloir fixer. Je pense que c'est très dangereux aujourd'hui. Il y a trop d'ambiguïté, vous trouvez ? Je pense qu'il faut clarifier les choses. Surtout que la BCE, il ne faut pas l'oublier, la BCE, dans son mandat, a un unique mandat qui est l'inflation. C'est-à-dire que ce qui fait beaucoup pour la Fed, c'est que la Fed a un multimandat. C'est-à-dire que la Fed se dit... En gros, je gère l'équilibre financier et l'inflation passe en deuxième dans mes priorités et je la gère effectivement en moyenne. Donc maintenant, tout est très clair. Sur la BCE, ce n'est pas le cas. Donc la BCE dépend aussi de l'interprétation qu'elle va faire et de l'interprétation que vont faire ses actionnaires. Aujourd'hui, l'actionnaire principal, il est allemand. Il y a beaucoup de changements politiques qui vont avoir lieu en Allemagne entre maintenant et septembre. Et je pense que ça induit aussi probablement au sein de la BCE un peu d'inconfort. Il ne faudrait pas rajouter de l'illisibilité à l'inconfort, parce que c'est effectivement les mois qui vont venir vont être des mois où il va falloir rassurer, parce qu'on va forcément avoir de la volatilité sur des indicateurs qui sont des indicateurs historiques. Vous avez confiance, Léa, dans la capacité de la BCE, des banques centrales, à rester bien ancrées, effectivement, sur leurs objectifs, dans leur discours ? Je pense que c'est vraiment la clé de notre scénario. Si la crédibilité des banques centrales tient, les scénarios tiennent. Si c'est plus le cas, je pense que là, on est vraiment sur un autre monde. La zone euro, il y a quand même beaucoup d'apprentissage des crises précédentes. On voit bien qu'il y a quelque chose qui a été fait et qui marche. Maintenant, encore une fois, l'histoire se crée en zone euro sur certains chocs. On va arriver autour du mois d'avril sur comment les plans vont être délivrés par les États, comment les États choisissent de délivrer les plans. Est-ce que les gouvernements vont tenir ? On a déjà eu des premières secousses sur l'Italie. Face à tout ça, il faut que la Banque centrale européenne ait préparé son discours et un discours, comme elle l'a eu en fait depuis la crise, très réactif et qui a justement permis d'éviter toute tension qu'on aurait pu connaître il y a encore quelques années et qui aujourd'hui sont inexistantes. Je voulais qu'on garde quelques minutes pour... évoquer un des sujets qui a fait quand même couler beaucoup d'encre cette semaine, un peu, en tout cas, le rejet du deal Couche-Tard-Carrefour par les autorités gouvernementales et Bercy en l'occurrence. Je voulais mettre, Wilfried, je sais que vous l'avez regardé, cette étude très intéressante d'Alpha Value qui montre, alors que voilà, le calcul est accessible, disponible sur le site d'Alpha Value, vous pouvez retrouver ça très facilement sur leur blog. Près de 70% de la cote parisienne, quand ils disent cote parisienne, ils ont regardé un peu plus d'une centaine de sociétés qui suivent en tant qu'analystes français. 70% de la cote parisienne souffre pénalisé par le contrôle direct ou indirect de l'État, soit en tant qu'actionnaire, soit en tant que, on va dire, organe de tutelle, parce que ces entreprises appartiennent à des secteurs qui sont aujourd'hui listés comme des secteurs stratégiques. C'est une quantité absurde, nous dit Alpha Value. En fait, ce dont on se rend compte, c'est que le monde dans lequel on évolue
est un monde qui va être de plus en plus politique et de moins en moins économique. C'est-à-dire que, que les Américains ont un terme pour ça, ils disent it's less policy and more politics. Il y a de la politique économique d'un côté et de la politique de l'autre. Et on se rend compte que l'influence extrêmement forte qu'ont eu les États dans le pilotage global de la crise, à la fois du point de vue sanitaire, du point de vue économique, et l'influence qu'ils ont également sur les banques centrales, hein, ne l'oublions pas, fait que l'importance désormais des décisions arbitrées au niveau politique fait peser un poids non négligeable sur l'efficacité globale économique. Le rapport de force est entre privé et public. Vous dites que le rapport de force aujourd'hui est complètement déséquilibré. Totalement. Même si le privé pourrait arguer que oui, mais c'est pas nous qui demandons à être confinés, c'est une décision publique, c'est à vous de compenser et c'est pas. Mais on voit bien qu'effectivement, on se retourne de plus en plus vers la puissance publique et la puissance publique prend de plus en plus de place. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir arriver de plus en plus souvent et avec lequel il va falloir devoir vivre. C'est-à-dire que c'est intéressant qu'Alpha Value le mesure sur le plan boursier. Et en plus, ce qu'on voit également, c'est que l'État, y compris en tant qu'actionnaire, et d'ailleurs, même Bruno Le Maire l'a reconnu lui-même. C'était à propos, je crois, du dossier Veolia-Suez. Il a dit là, on n'a pas été bon. Parce qu'il dit en fait, on a un problème en tant qu'État. On est à la fois actionnaire et donc on veut avoir le meilleur prix pour notre participation. Et en même temps, on est dépositaire de la puissance publique et c'est notre rôle numéro 1. Et là, on a un devoir qui est d'organiser les choses pour avoir, et là je reprends les mots de Jean-Yves Le Drian la semaine dernière, pour déployer notre agenda de souveraineté. C'était pour la politique européenne. Jean-Yves Le Drian disait il est temps pour l'Europe d'arriver à articuler un agenda de souveraineté. Et on est là-dedans exactement dans les États. Et donc, plus ça va, plus c'est compliqué et plus on a ce débat, c'est-à-dire qu'on se dit, économiquement, quand on regarde les modèles, il y a des choses évidentes à faire, et on voit que politiquement, c'est impossible. Et donc, il faut arriver à trouver un juste équilibre, et la valorisation boursière reflète en fait une espèce de prime de risque politique. Et cette prime de risque, je pense, ne va pas aller en diminuant. La conclusion d'Alpha Value, c'est quand même de dire que voilà, c'est 60-70% de la cote parisienne qui sont pénalisés par l'action de l'État en général. C'est toute une partie de notre cote qui n'est pas investissable, qui n'est pas achetable par des investisseurs étrangers. Oui, il y a un risque qui pèse sur les GAFA aussi, mais pourtant on continue de les acheter. Oui, et pas que les Américains, j'imagine. Voilà, le monde entier continue d'acheter les GAFTAM. Maintenant, il faut rajouter le T de Tesla aussi. Le T de Tesla, mais je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Wilfried en fait. Hein, oui, c'est de la politique, c'est plus de la politique économique, c'est de la politique. Je reviens toujours à la même chose, Trump, le Brexit, le changement en Occident des populations. Les populations veulent autre chose. Et quand la Commission européenne a été nommée l'an dernier, moi j'ai vu un signe qu'à peu près tous les grands dirigeants avaient compris que si l'Europe ne changeait pas son discours et l'impression qu'elle donne aux ressortissants européens, en fait, la séquence 2021-2023 en Europe, c'était l'arrivée du populisme dans de nombreux pays. Et s'il n'était pas encore majoritaire, il commencerait à être minoritaire de manière suffisamment importante pour influer. Donc autant prendre, je dirais, une partie de leur discours et utiliser cette partie de discours pour apporter aux citoyens ce qu'ils sont en train de demander majoritairement pour le coup. Et donc la décision de Bruno Le Maire, c'est finalement respecter cette loi qui a été passée, appliquer ce qui a été passé, le dire, le faire savoir, en vue de quoi ? En vue de ce qu'on appelle les élections qui auront lieu un petit peu plus tard. Le même discours sera dans toute l'Europe. L'Allemagne va dire exactement la même chose sur tous les sujets. Et on dira la même chose sur les GAFA. Aux États-Unis, d'une autre manière. C'est-à-dire tout ce qui a été initié va continuer. Même dans le cercle de la raison, encore une fois. Oui, parce que j'allais dire, le rôle du politique, c'est aussi parfois d'être une espèce de lumière dans le brouillard. C'est-à-dire que... bloquer le deal Couche-Tard Carrefour, ça veut dire que Amazon a encore un boulevard devant lui. On est tous prêts en France à taper en permanence sur Amazon parce que c'est la pieuvre, c'est le mal absolu, et on va se réjouir en même temps que Carrefour, qui avait enfin trouvé un acheteur, des marques d'intérêt de la part d'un groupe industriel, pas juste un pur financier, on leur dit non, c'est pas possible. C'est un monde de contradictions. Oui, mais je dirais pour les actionnaires, c'est-à-dire presque je pense peut-être la bonne périphrase, pour les actionnaires de Carrefour qui sont peut-être un peu déçus, ils peuvent être aussi actionnaires de LVMH, et finalement ils ont beaucoup de satisfaction. Il y en a un qui l'est forcément, Bernard Arnault. D'où la petite périphrase. Non, mais d'accord, mais oui. Voilà, mais la politique, elle a retrouvé son rôle, elle a retrouvé une place très importante, encore une fois, ce qu'a dit Wilfried tout à l'heure, c'est ça le cœur des choses. Il faut le constater, l'admettre sur les marchés financiers. Mais de toute façon,
toutes ces choses-là, ça aboutit à la relocalisation, ça aboutit à une hausse de l'inflation, ça aboutit à des dépenses budgétaires plus élevées, etc. Donc ça aboutit à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'est-à-dire une activité économique qui est soutenue et qui va générer de l'inflation. Voilà, c'est ça. Peut-être de manière plus endogène que de manière mondialisée, mais c'est ce que les gens veulent depuis quelques années, plus de local, moins de global. Donc il y a des conséquences, dont celle-ci. Vous êtes constant dans votre analyse, Julien, je le reconnais, effectivement. L'actualité évolue, mais l'analyse est constante. Pour conclure, Léa, sur ce sujet politique, effectivement, des marchés très politiques, on le connaissait sur le marché obligataire avec les banques centrales, maintenant aussi sur les marchés actions. La politique prend de la place de plus en plus dans ces... Je sais que nous, c'est une logique pareille qu'on a depuis très longtemps, c'est que le monde, mais même en fait avant le Covid, était marqué par 3 facteurs. L'ajustement du commerce international, la montée du populisme et la montée du politique dans les décisions. Je sais que c'est quelque chose qu'on a beaucoup avec nos clients aujourd'hui, c'est inclure que désormais, en plus de votre stratégie d'entreprise, il faut prendre en compte le fait que l'État peut lui aussi influer. On l'a vu avec les États-Unis, on l'a vu avec la Chine. C'est pas le départ de Trump qui crée la fin du populisme. Voilà. On n'a pas cité son nom, Joe Biden, mais oui, effectivement, ça change rien. Et on voit bien d'ailleurs dans le processus budgétaire, sans parler de populisme, mais Joe Biden normalement engendrera des crédits d'impôt pour des entreprises qui localisent une partie de la production aux États-Unis. C'est pas le départ de Trump qui va engendrer la fin du populisme. Donc c'est quelque chose désormais à intégrer dans une stratégie pour une entreprise. Et le slogan de Joe Biden, c'est dans sa campagne, c'est Made All in America. Ça ressemble quand même à America First. Hein. Merci à vous 3. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir dans Smart Bourse sur Bismart. Léa Dauphin, chef économiste de TAC Economics, Wilfried Galland, directeur stratégiste de Montpensier Finance, et Julien Desmetzal, le président de Futuriem, était avec nous ce soir. Le vendredi, c'est la leçon de trading, le dernier quart d'heure de Smart Bourse avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Romain, bienvenue, merci d'être là. Bonjour Grégoire. La leçon du jour, c'est la leçon sur la volatilité. On en parle en permanence, la volatilité des marchés. Il y a des indices qui mesurent évidemment la volatilité de marché. Déjà, il faut peut-être redéfinir ce qu'est la volatilité, nous expliquer effectivement aussi comment ça fonctionne, comment on calcule ces indices de volatilité et comment on s'en sert quand on est investisseur. Oui, bien sûr, ça sert à plein de choses. Alors, intuitivement, on comprend ce que c'est que la volatilité. C'est quelque chose de beaucoup plus précis que ce qu'on croit. Alors, la définition académique, c'est la mesure de l'amplitude de variation des prix d'un actif. Donc, ça, c'est plutôt compréhensible. Intuitivement, on comprend aussi que les crypto-monnaies sont plus volatiles qu'un bon du trésor. Maintenant, ça a une utilité réelle sur le marché. Ça permet de faire plusieurs choses. Avant tout, de mesurer le risque, en fait, sur un marché. Ça permet aussi de diversifier. C'est un actif. On peut le négocier. Oui. Le produit roi pour le négocier sont les options, mais il y a des produits dérivés qui permettent d'investir directement sur la volatilité. Il y a d'ailleurs eu des problèmes techniques avec certains produits sur la volatilité. Et puis, ça permet de calculer le prix des options ou éventuellement des varants. Donc, c'est un actif qui est vraiment intéressant. Il permet d'établir des corrélations, par exemple, entre les fluctuations d'un actif et les fluctuations de son indice de référence, par exemple. Et puis, il est aussi utilisé dans le money management. Ça va être intéressant de pouvoir utiliser des tailles de stop plus ou moins larges et des tailles de position pour son portefeuille plus ou moins importantes selon qu'on est sur un actif ou une valeur qui est plus ou moins volatile. Ouais, il faut peut-être distinguer 2 types de volatilité. Il y a la volatilité historique et puis ce qu'on appelle la volatilité implicite. Exactement. Qui fait référence notamment à ce qu'on appelle l'indice de la peur, hein. C'est ça, Romain? C'est ça, l'indice de la peur, à proprement parler, c'est le VIX, c'est l'indice de volatilité du S&P 500, de l'indice majeur américain, l'un des plus gros indices mondiaux. Mais il y a effectivement 2 types de volatilité. La volatilité historique qui se réfère au passé, qui va regarder ce qui s'est produit dans le passé, c'est pareil de façon assez intuitive, on le comprend bien. C'est une zone dans laquelle les prix doivent évoluer pendant 95% du temps. Donc c'est un critère précis, c'est basé sur une formule qui s'appelle qui est basée sur une formule qui s'appelle l'écart type. Vous la retrouvez peut-être à l'écran là à l'instant. En fait, rassurez-vous, il y a des outils qui calculent très bien pour vous, donc notamment des outils graphiques. Vous avez affiché la formule. De toute façon, on a la formule grâce à vous. Vous avez la formule. Et voilà, il y a des outils qui font ça très bien. Et puis il y a des éléments dérivés qui peuvent être, par exemple, utilisés en graphique, en analyse graphique, des éléments comme les bandes de Bollinger qui vont justement permettre de détecter ces écarts types et de repérer si on est à un extrême et donc de travailler sur une probabilité de réintégration
accélération de l'écart et de retour à la médiane, voire de retournement de tendance. Donc ça se travaille vraiment de façon intéressante. Ça, c'est l'analyse du passé, le constat du passé qui permet de savoir où on en est et comment on peut se positionner par rapport à ces phénomènes de volatilité. C'est ça. Et c'est la limite de cette volatilité historique, c'est que ça constate ce qui s'est passé dans le passé. On sait que sur les marchés, c'est pas toujours prédicatif. Donc, on va utiliser une autre volatilité qui est très intéressante, qui permet de faire beaucoup de choses, qui s'appelle la volatilité implicite, celle-ci, qui, elle, en revanche, mesure l'état d'esprit des investisseurs en temps réel et donc leur vision dans les jours ou semaines ou mois à venir, selon l'horizon de temps qu'on va essayer de scanner, de regarder. Donc, les modèles de calcul d'options connus basés sur la volatilité, c'est les modèles de Black & Scholes, le plus connu, qui a été développé en 1973. Il a été très apprécié par les traders jusqu'à des moments de volatilité intense où on s'est aperçu de la limite de ces systèmes. C'est qu'en fonctionnement de marché normaux, si on peut dire, quand la volatilité reste assez normée, eh bien, on peut l'utiliser quand les marchés deviennent trop brutaux, dans les cas de crack notamment. Je crois qu'il s'était fait un peu huer par les traders sur volatilité qui avaient justement sur options qui avaient justement trouvé les limites de ces systèmes-là. Alors, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que ce sont des repères, ce ne sont pas des choses précises. Et puis, la limite aussi, c'est que pour utiliser ces formules, on intègre le prix pour utiliser ces formules, calculer les prix des options, on intègre la volatilité. Mais on va déduire la volatilité du prix des options. Donc, c'est un peu D'accord, serpent qui se mord la queue. C'est ça. Et donc, il y a cette limite-là. Alors, il y a l'autre modèle qui est basé sur un système binomial qui s'appelle Cox-Ross, développé par Cox-Ross et Bundstein un peu plus tard, en 1979. Lui, il est censé être plus précis, mais on lui reproche aussi d'être plus lent. Donc, voilà comment on peut utiliser ce système d'options. La volatilité implicite, donc, est la mesure du stress, c'est la mesure de l'état d'esprit des investisseurs. C'est ça qui est vraiment intéressant à utiliser. C'est pour ça qu'on parle de l'indice de la peur, hein. C'est ça. C'est pour ça le Fear Index, disent les anglo-saxons. Il va notamment faire ressortir l'état d'esprit de stress. On en parle assez souvent, le ratio put-call, donc le prix auquel se payent les options et la distinction entre la volatilité sur les options de vente, donc les puts, et la volatilité sur les options d'achat est aussi un indicateur de l'état d'esprit des investisseurs. C'est intéressant de noter que, par exemple, à Paris, on a touché sur l'indice CAC 40, qui est le VCAC, qui a plusieurs indices de volatilité. Sur le S&P, c'est le VIX. À Paris, c'est le VCAC. Sur le CAC 40, il y a le VDAX, VEurostoxx. Il y en a plusieurs, et bien sûr. Et donc, de constater que cette semaine, on avait touché un point bas qu'on n'avait pas vu depuis quasiment un an sur la volatilité. Alors, elle évolue globalement, cette volatilité, entre 10 et 30, on va dire. Oui, j'allais dire, voilà, c'est quoi une volatilité normale? C'est quoi les extrêmes qu'on a pu voir de part et d'autre par le passé? Alors, donc, 10-30, vous dites, on est dedans aujourd'hui. 10-30, 10 c'est normal, 30 c'est un marché stressé. D'accord, ok. Et certaines annonces comme le Brexit ont fait monter l'indice de volatilité en une journée à 45. En revanche, le record de volatilité mesuré, c'était en 2008, au moment de la crise des subprimes. C'était sur le S&P, sur le VIX, et c'était 80,86. La chute de Lehman. Voilà, la chute de Lehman. Elle est mesurée en pourcentage, cette volatilité. Donc, chute de Lehman, et là, voilà, on a atteint des extrêmes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est dans la mesure d'un calcul normal. Quand on travaille dans des marchés ultra stressés, quand on achète de la volatilité, on va se positionner face à un vendeur de volatilité. Donc, il y a un moment où la loi de l'offre et la demande joue, et ces critères-là sont un peu débordés, et c'est vraiment la loi de l'offre et de la demande qui joue. Il y a un niveau de stress qui déborde de ces niveaux de volatilité. Alors, on peut l'analyser graphiquement aussi, ça c'est intéressant. On peut analyser des compressions de volatilité, on peut analyser des ruptures de range sur la volatilité, donc compression de la volatilité qui laisse à penser que le marché va être nerveux et probablement baisser, des ruptures de range qui vont indiquer peut-être qu'on diminue, et là c'est ce qui s'est passé. On est passé sous 18 à Paris, ce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, et on constate qu'au cours de la baisse du jour, eh bien, la volatilité n'a pas énormément monté. Alors là, je vous propose un exemple de lecture de la volatilité sur l'indice CAC 40, qui est un calcul simple de la volatilité. En fait, on prend une option qui est proche du cours actuel de l'indice CAC 40. J'ai pris 5500 points cet après-midi, avec une volatilité qui est à donc 18,66 sur les calls, 18,91 sur les puts. On additionne les deux, on fait la moyenne et on obtient une volatilité qui est donc aux alentours de 18,80-85 et qui nous permet de savoir que le marché n'est pas trop stressé malgré une baisse de plus d'1% à ce moment-là de la séance. Donc les investisseurs ne se précipitent pas pour acheter des options de vente et la volatilité est relativement sereine. Elle reste à 18, ce qui est quand même assez important. C'est avant tout un indicateur, un baromètre, un outil effectivement d'analyse de marché. Vous l'avez dit, on a des produits qui permettent de traiter aussi cette volatilité. Enfin, comment on peut l'utiliser quand on est
investisseurs, traiter la vol, ça peut être quand même un peu sportif. C'est compliqué, c'est sportif. Par définition, c'est un actif qui bouge en pourcentage de façon importante, qui lui-même est très volatile. On mesure la volatilité de la volatilité. On aussi. mesure la volatilité de la volatilité. Ça peut dériver à l'infini, quoi. On peut aller très loin. Il y a toute une composition. Alors, un des éléments les plus connus, les plus traditionnels, c'est de repérer sur un indice la plage de fluctuation dans laquelle on va évoluer. Donc là, de la même façon, je vous propose cette lecture sur l'indice VIX, donc l'indice de la peur, donc l'indice sur l'indice Standard & Poor's. Donc comment on utilise la volatilité implicite à 30 jours, c'est ça, sur le VIX? Exactement. On la mesure sur le VIX, en tout cas à 30 jours. On peut le faire sur des périodes de temps plus ou moins longues, mais 30 jours, c'est un critère intéressant. C'est basé sur un nombre d'options très large sur le VIX, donc c'est représentatif. On sait que là, la volatilité, elle était à hier soir, j'ai pris des chiffres à hier soir, elle était à 23 sur le VIX. On convertit ce chiffre en pourcentage, donc 23%. On va le rapporter, puisque c'est un chiffre annuel, à un mois, à 30 jours. Donc on va diviser ce 23 par la racine carrée de 12. Je m'arrête là pour les maths, on n'ira pas plus loin, c'est pas des maths trop complexes. Et donc on obtient un pourcentage de fluctuation de S&P, en l'occurrence un peu plus de 6%. Vous l'avez à l'écran, 6,60%, 6,64%. Et ça va nous permettre, sur la base du cours de clôture du S&P, de se dire que dans les 30 prochains jours, eh bien, on peut envisager de voir le S&P. Ce serait la marge de fluctuation potentielle. Décalée dans ces bornes-là. Ce qui veut dire que, à la hausse, on a des chances d'aller chercher la borne haute si le marché continue à être aussi volatile, et que si on touche une de ces bornes, on va probablement la réintégrer et revenir, et donc avoir un niveau de marché qui est raisonnable. Ouais. Bon, merci beaucoup. Alors là, pour le coup, une leçon précise, technique, mathématique autour de la volatilité. Romain, il nous reste 1 minute. Le CAC cash qui clôture à 5559 points ce soir. On a baissé d'environ 1% sur la semaine. Est-ce que c'est une clôture satisfaisante ? Oui, c'est un scénario qu'on envisageait, une consolidation, moins aux États-Unis d'ailleurs. Je ne pensais pas que les marchés américains auraient encore de l'énergie à ce point-là. Mais oui, on a déclenché une petite figure de retournement baissière sur l'indice CAC 40 qui est en épaule, tête-épaule ou un triangle selon la façon dont on veut le regarder. On l'a rompu, mais sans accélérer. On est allé tester notre niveau importance à 1525 points. On est allé un peu en dessous et on clôture un peu au-dessus avec un volume moyen, 3 milliards 3, qui est un volume constant tous les jours. C'est un marché qui consolide et de façon assez sereine. Et justement, la volatilité dans cette accélération baissière n'a quasiment pas bougé. Donc, on a un marché qui est plutôt calme dans l'immédiat, même s'il consolide et qu'il manque de relais à la hausse. Ouais, effectivement, c'est un scénario qu'on avait envisagé, établi, que vous aviez établi en début de semaine. On vous retrouvera lundi d'ailleurs pour le plan de trading. Hein, comme chaque début de semaine, Bourse Direct est avec nous à partir de 12h30 le lundi et 19h15 le vendredi dans Smart Bourse. Merci beaucoup Romain, merci d'avoir été avec nous ce soir. Très bon week-end à toutes et à tous. On se retrouve donc lundi à 12h30 en direct sur Bismart.